Nous retrouvons pour cette fois-ci l'étude d'un deuxième personnage important au 1er siècle avant Jésus-Christ, il s'agit d'Auguste. Pour commencer, reprenons déjà notre monde romain au moment de Jules César. Jules César s'est rendu maître de cet immense pays qu'est la République romaine, réunissant une autorité très importante entre ses seules mains, étant à la fois plus fort que le Sénat et que le peuple romain, plus fort que SPQR, c'est-à-dire mettant fin à la République. Eh bien, des sénateurs romains veulent sauver la République et vont faire un complot contre Jules César et l'assassiner en 44 avant Jésus-Christ. Il est assassiné dans le Sénat. Dans la curie, une vingtaine de sénateurs, armés de poignards, tuent le grand homme d'État, provoquant d'ailleurs la colère d'une partie du peuple romain au moment de ses funérailles. Jules César était très apprécié du peuple, pour lequel il avait fait des distributions de richesses importantes. Mais avec la mort de Jules César, eh bien, la République n'est pas sauvée parce que Jules César avait à ses côtés des compagnons, des alliés, et notamment Marc-Antoine. Marc-Antoine l'a accompagné dans la guerre des Gaules, il l'a aidé pendant sa conquête du pouvoir, pendant la guerre civile, et Marc-Antoine veut récupérer l'autorité de Jules César. Autre personnage important, un jeune homme, Octave, qui est son petit-neveu et dont Jules César a fait son héritier. Octave va obtenir les trois quarts de la fortune de Jules César, qui est immense. Il va obtenir aussi son nom, puisque Jules César en fait son fils adoptif. On s'adoptait entre Romains pour créer des alliances encore plus fortes. Et Octave, eh bien, prétend être l'héritier de Jules César, mais aussi l'héritier de son pouvoir. Les deux hommes vont s'entendre pour éliminer leur adversaire, et notamment les assassins de Jules César, et ça va être chose faite à la fin des années 40. Par contre, on a deux personnages puissants, Marc-Antoine, à la tête de ses armées, Octave, qui dominent le monde romain. Alors, ils vont se partager ce monde en deux parties. Octave va prendre l'Occident, c'est-à-dire l'Ouest, et Marc-Antoine va être en charge de l'Orient. Mais entre les deux hommes, eh bien, petit à petit, les raisons de s'opposer deviennent de plus en plus importantes. On se dirige vers une nouvelle guerre civile. D'autant plus que Marc-Antoine va avoir une relation avec une reine d'Égypte très célèbre. Cette reine d'Égypte, c'est la reine Cléopâtre. Voici deux nouveaux camps, la guerre civile est inévitable, elle va se dérouler, elle, à la fin des années 30, de 32 à 30 avant Jésus-Christ. Et il faudra plusieurs batailles, notamment la bataille maritime d'Actium, au large de la Grèce, pour que les forces d'Octave arrivent à réduire à néant les forces de Marc-Antoine. La défaite d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine se réfugie en Égypte, part rejoindre Cléopâtre, et l'année suivante, il s'y donnera la mort, tout comme Cléopâtre. À partir de ce moment-là, eh bien, il ne reste plus qu'un seul maître du monde romain, c'est le jeune Octave. Octave va être récompensé de cette victoire par deux titres assez parlants. Le premier, il lui est accordé par le Sénat en 28 avant Jésus-Christ, c'est celui de princeps. En français, on dirait prince. Et princeps, sa traduction voudrait dire le premier d'entre nous, le meilleur d'entre nous. Donc le Sénat reconnaît à Octave une immense autorité. Ils vont aller même plus loin l'année suivante, et c'est vraiment la date que je vous demande de retenir, en 27 avant Jésus-Christ, en le nommant Auguste. Octave, tu es Auguste, ça veut dire tu es protégé des dieux. Et ce nouveau nom va être associé, va être la principale même façon de le nommer, Octave Auguste, toi qui diriges le monde romain avec ton autorité énorme, tu es protégé des dieux.
Donc ce que cela nous dit du monde romain à ce moment-là, c'est que on est vraiment à ce moment-là très éloigné de la République, où le pouvoir était aux mains du Sénat et de certains citoyens qui participaient à des élections. Désormais, c'est bien un homme que l'on dit protégé des dieux qui détient cette autorité. Pour les historiens, cette date de 27 avant Jésus-Christ, c'est vraiment la date que l'on retient pour dire qu'on n'est plus du tout en République et on est bien maintenant dans quelque chose de nouveau. On est en empire. Auguste est le premier des empereurs romains, des hommes tout-puissants, des rois qui dominent un territoire gigantesque tout autour de la mer Méditerranée. Ici, une statue d'Auguste, représentée comme un général de guerre, on le voit à son armure, indiquant la direction à suivre. C'est le chef tout-puissant d'un pays qui s'appelle l'Empire. Ce que je vous demande de retenir de Auguste, c'est que c'est le premier des empereurs romains. Alors on le note, d'autant plus qu'il a été empereur pendant un temps très long, ce qui lui a donné le temps de bien organiser son pouvoir, de 27 jusqu'en 14 après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a été au pouvoir pendant 41 ans. C'est très très long. Donc Auguste, le premier empereur. Après des années de guerre civile, Octave impose la paix, et on retiendra simplement qu'il est nommé Auguste par le Sénat en 27 avant Jésus-Christ. C'est le début de l'Empire romain. Si on regarde notre frise, on voit qu'effectivement, après le temps de la République, débute le temps de l'Empire, et que Auguste, en 27 avant Jésus-Christ, j'ai placé ça à ce niveau-là, est l'homme qui a, en utilisant déjà le travail réalisé par Jules César, fait basculer la République dans un nouveau système, c'est lui qui va l'organiser par son long règne, je vous l'ai dit, donc de 27 avant Jésus-Christ jusqu'en 14 après Jésus-Christ. Maintenant, comment Auguste va utiliser justement l'histoire légendaire de Rome pour renforcer sa propre autorité? Quelques exemples dans la vidéo suivante.